commencer cette séance d'information concernant le bachelor en communication multilingue de la faculté de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève. Je suis Olivier Demissy-Cazeil, conseiller académique à la faculté. Et moi, je suis Marianne Stalander, donc chargée d'enseignement à la faculté de traduction et interprétation dans le département de traitement informatique multilingue. Merci. Durant ces 40 minutes que nous allons passer ensemble, je vais vous parler de la faculté, des études que vous allez pouvoir y suivre, notamment en vous présentant nos atouts, nos formations proposées et, très important, les débouchés. Tout d'abord, les atouts, l'expérience. La faculté est une faculté qui a été créée en 1941, donc c'est une vieille faculté, vieille pas dans le mauvais sens du terme, mais surtout une faculté qui a beaucoup d'expérience et qui forme des traducteurs et des interprètes dans de nombreuses langues, donc des communicants multilingues depuis de nombreuses années. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons une très grande expertise dans ces différents domaines. La FTI, d'ailleurs, possède plusieurs labels d'excellence au niveau de ses maîtrises et nous octroyons nous-mêmes une certification de qualité. En termes d'employabilité, nos étudiants trouvent rapidement du travail en Suisse ou à l'étranger, de par notamment la situation de la faculté qui se trouve à Genève, donc au cœur des organisations internationales. Ces mêmes organisations vont venir donc, nous demander si nous avons donc, des étudiants qui sont diplômés et qui pourraient travailler chez eux, donc, dans les organisations internationales, dans les organisations non gouvernementales, etc. J'en parlerai plus longuement à la fin de la présentation. La formation de base, tout d'abord, donc un bachelor, l'équivalent pour les Français de la licence, par exemple, un bachelor qui dure 3 ans, 6 semestres, et qui vous permet d'obtenir 180 crédits. Ce bachelor, ce baccalauréat universitaire en communication multilingue vous permet ensuite d'aller et suivre des maîtrises, donc les maîtrises universitaires qui, elles, durent 2 ans en règle générale, donc la maîtrise universitaire en traduction ou la maîtrise universitaire en interprétation de conférences. Le BA en communication multilingue, c'est quoi? C'est tout d'abord 3 langues. Une langue active, c'est-à-dire la langue maternelle, et 2 langues passives, c'est-à-dire les langues de travail, les langues depuis lesquelles vous allez traduire. Le bachelor, c'est également un examen d'admission. Un examen d'admission qui a lieu chaque année à Pâques. Vous serez testé sur ces 3 langues, c'est-à-dire sur votre langue maternelle et sur vos 2 langues passives. Vous trouverez le détail de cet examen d'admission sur notre site. Mais je peux vous en dire quelques mots. Tout d'abord, il s'agit d'un examen de compréhension. On vous donnera un texte dans votre langue maternelle. Vous aurez des questions sur ce texte à répondre dans votre langue maternelle et ensuite une production écrite, une rédaction à rédiger dans votre langue maternelle. Même chose pour les langues passives. On attend de vous une parfaite maîtrise de la langue maternelle et on attend de vous un niveau au moins B2 pour les 2 langues passives. Je vous donne un exemple concret. Une personne qui vient avec le français en langue maternelle et l'anglais et l'espagnol en langue passive, eh bien, cette personne doit parfaitement maîtriser sa langue maternelle et avoir un niveau B2 en anglais et en espagnol qui sont ces 2 langues passives. Test de connaissance donc pour les 3 langues. Les domaines d'études sont les suivants. Il y en a 6. La traduction, qui est le domaine le plus important. Les langues et civilisations, car un bon traducteur doit être bilingue, mais aussi biculturel. Il doit connaître la culture des langues depuis lesquelles il traduit. Donc, maîtriser ces connaissances-là est essentiel. De plus, nous allons également renforcer vos connaissances dans les langues passives. Nous ne sommes pas une école de langue, c'est-à-dire que nous n'allons pas vous apprendre à proprement parler, à parler espagnol ou à parler anglais. Lorsque vous venez chez nous, vous avez déjà des connaissances dans ces langues. J'ai pris l'espagnol et l'anglais, il y a aussi l'allemand, nous allons voir les langues. Mais vous avez déjà des connaissances, au moins un niveau B2 dans ces langues. Ce que nous allons faire, nous,
c'est renforcer vos connaissances dans ces langues pour les amener à un niveau C1 à la fin de vos études au niveau du bachelor. Informatique et méthode de travail, nous sommes tous plongés dans cette révolution numérique. Donc, maîtriser l'outil informatique est absolument essentiel pour le traducteur, la traductrice. Donc, nous allons vous apprendre à utiliser cet outil. Nous allons vous apprendre à utiliser les logiciels, à manipuler les banques de données et les bases de données pour que votre travail soit plus efficace. Technologie langagière, c'est également travailler avec l'outil d'aide pour les traducteurs, avec la traduction automatique, avec la traduction assistée par ordinateur. Et pour ce faire, nous avons des salles informatiques qui sont équipées d'ordinateurs avec des logiciels pour les étudiants en traduction et en interprétation. Communication interculturelle, communication spécialisée également sont deux domaines essentiels de la formation au bachelor en communication multilingue. Voici les combinaisons linguistiques possibles. Si vous êtes francophone, donc vous pouvez venir avec deux langues de votre choix qui sont soit l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe. La langue des signes sera possible elle était actuellement disponible l'année dernière, elle sera à nouveau disponible à la rentrée 2024. Donc, cette langue des signes ne vous concerne pas. Donc, comme je le disais, avec le français, vous pouvez venir, par exemple, avec une combinaison allemand-anglais, ou bien allemand-espagnol, ou bien espagnol-anglais. Ça, c'est à vous de choisir. Si vous êtes italophone, vous pouvez venir avec l'allemand et l'anglais, par exemple, ou bien l'allemand et le français. C'est à vous de faire votre choix. Comme vous pouvez le constater, toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Si vous êtes hispanophone, vous n'avez pas le choix et vous devez venir avec l'anglais et le français. Pas d'autre solution possible. Arabophone, c'est la même chose. Je peux intervenir, juste Olivier, 2 secondes? Oui. Une petite précision, la langue des signes est bien proposée pour les italophones en 2023, pour la rentrée de septembre 2023. Pour les italophones. Merci beaucoup, Marianne. Pour les italophones, effectivement, il fallait rajouter la langue des signes, ce que je n'ai pas fait. Pour les francophones, ça sera en 2024. Donc, je répète, pour les italophones, vous pouvez me contacter directement en utilisant mon adresse électronique pour avoir plus de renseignements concernant la langue des signes italienne. Merci beaucoup, Marianne. Recommandation pour l'admission, avoir un excellent niveau en langue maternelle. Donc, on l'appelle langue maternelle ou langue de culture, la langue que vous utilisez tous les jours, que vous avez utilisée durant vos études. Ce n'est pas forcément la langue que vous parlez à la maison. Donc, il faut bien réfléchir. Si vous êtes bilingue, choisir la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise à l'écrit. Ça, c'est le plus important, puisque la traduction, ça reste l'écrit. Très bonne connaissance, je vous en ai parlé pour les langues passives, donc niveau B2 du cadre européen pour vos 2 langues passives. Si vous avez un certificat ou un diplôme dans l'une de ces 2 langues ou bien dans ces 2 langues, vous pouvez être dispensé de l'examen d'admission. À ce moment-là, il faut nous contacter pour avoir des renseignements supplémentaires. Si vous avez un certificat Cambridge, un TOEFL, etc., ça, c'est très simple. Ce sont des certificats que l'on reconnaît. Il vous suffit, lorsque vous allez vous inscrire sur notre plateforme, de les téléverser à votre dossier. Et une bonne connaissance de l'actualité. Pourquoi? Bien parce que les textes que nous allons vous donner, les textes que vous allez devoir essayer de comprendre, d'analyser, sont des textes d'actualité. Donc, lisez la presse sérieuse, la presse quotidienne, mais également, ne laissez pas de côté les romans, la littérature. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la production écrite dans l'examen d'admission a une part très importante. C'est quand même 2/3 de la note. Et donc, vous devez aussi acquérir un bon style. Vous devez avoir une facilité d'écriture qui nous montre que vous saurez par la suite traduire des textes qui ne sont pas que des textes techniques, mais aussi des textes littéraires, des textes un peu plus poussés, un peu plus chargés en émotions et en couleurs. Les conditions d'admission à l'UNIGE, cette information est très importante et elle concerne uniquement la faculté de traduction et d'interprétation.
Pour rentrer à l'Université de Genève, vous savez qu'il y a des conditions qui sont très dures, entre guillemets, drastiques. Pour rentrer à la FTI, il y a je cherche mes mots, il y a, Marianne, des conditions particulières. Voilà, c'est ça. Il y a des conditions particulières, c'est-à-dire que, si je prends l'exemple du bac français, vous pouvez être admise sans spécialité particulière, mais avec la mention A bien, c'est-à-dire la note de 12/20. Ça veut dire quoi concrètement pour nos amis français? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, je prends l'exemple des mathématiques, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mathématiques pour vous inscrire à la FTI. Pour nos amis hispanophones, germanophones, il y a des conditions également qui s'appliquent. Je vous invite vraiment à aller sur le site de la faculté, le site de l'université, pour voir en détail ces conditions particulières pour la FTI. C'est très, très, très important. Dans le programme du bachelor, il y a en deuxième année de la mobilité, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à partir pour renforcer l'une de vos 2 langues passives. En supposant que vous avez l'anglais dans votre combinaison linguistique, c'est-à-dire l'anglais en langue passive, que vous êtes francophone, eh bien, vous aurez la possibilité de partir au Royaume-Uni, en Irlande et même, pourquoi pas, aux États-Unis ou en Australie. Partir un semestre donc à l'étranger pour renforcer vos connaissances linguistiques dans la langue en question. Si vous avez l'espagnol, vous pourrez partir en Espagne, en Amérique du Sud. Pour ceux qui ont l'allemand, ça sera l'Allemagne, l'Autriche et également la Suisse aussi. Donc, il y a beaucoup de destinations possibles. Nous avons des accords d'échange avec 70 universités dans le monde entier. Ce sont des partenaires de choix, de qualité, et nous travaillons depuis très, très longtemps avec ces universités. Il y a une bourse qui est octroyée pour cette mobilité. Donc, vous toucherez de l'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins. Vous n'aurez pas à payer les frais de scolarité à l'Université de Genève ni à l'université d'accueil. En Europe, on appelle cela la Swiss European Mobility Program. Cela remplace Erasmus, pour ceux qui connaissent Erasmus. Mais cela fonctionne de la même chose. Et puis, nous avons bien entendu des accords dans le monde entier, mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail. Ce n'est pas le but de la présentation. Donc, vous avez vu les différents domaines dans mes slides précédents, dans mes diapositives précédentes. Ici, je vous parle donc de la mobilité et cette maîtrise, comme je vous ai dit, mène à des traductions. Donc, les traductions sont les suivantes. Il y a 3 maîtrises en traduction, la maîtrise en traduction spécialisée, la maîtrise en traduction et technologie et la maîtrise en traduction et communication spécialisée multilingue. Il y a également une maîtrise en traitement informatique multilingue appelée la MATIM. Lorsqu'on parle de révolution numérique, on parle également de tous ces domaines que je vais ici énumérer, c'est-à-dire la gestion de projet, les technologies de la traduction, les techniques de l'information et de la communication, comment chercher et traiter de l'information multilingue, et la webmastery, c'est-à-dire créer des contenus multilingues sur le web. Donc, vous voyez, et là, je vous invite à aller sur notre site parce qu'aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est essentiellement le bachelor et puis ensuite les débouchés en traduction. Mais un bachelor en soi, finalement, ne va pas vous mener directement au monde du travail. On ne devient pas avocat après 3 ans d'études. On ne devient pas psychologue après 3 années d'études. On ne devient pas traducteur, traductrice après 3 années d'études. Et donc, il vous faut savoir ce que vous allez faire plus tard. Et donc, il était important pour moi de vous présenter ces maîtrises, donc traduction spécialisée, traduction et technologie et traduction et en communication spécialisée multilingue. 2 petits mots sur ces traductions. Traduction spécialisée, il y a essentiellement donc la traduction économique et juridique que vous pourrez prendre en spécialisé, mais il y a aussi la traduction littéraire, la traduction technologique et scientifique. L'AMA en traduction et technologie, c'est une maîtrise qui est effectivement touche aussi les technologies de la traduction, mais se concentre aussi sur la partie traductive. Donc, vous allez faire de la traduction si vous suivez cette maîtrise. Et en fait, celle en traduction et communication spécialisée multilingue, elle s'intéresse plus sur les politiques linguistiques, la politique du multilinguisme, la gestion également du multilinguisme. Si je prends l'exemple de l'Union européenne,
ce sont des sujets qui sont traités dans cette maîtrise et par exemple, voir le coût économique du multilinguisme dans l'Union européenne, ça peut être un des sujets abordés dans les cours de cette maîtrise. Je rappelle que les questions, vous pourrez poser les questions à la fin de ma présentation. Madame Marianne Starlander, qui est là aujourd'hui et qui m'aide, merci encore à Marianne, note les questions et puis à la fin de la présentation, j'y répondrai. Donc, celle-là, je vous ai déjà parlé. Et puis enfin, il y a une autre maîtrise qui est aussi importante, c'est la maîtrise en interprétation. Donc, d'abord, c'est quoi? La traduction, c'est l'écrit et l'interprétation, c'est l'oral. Des fois, on confond un petit peu les deux. La traduction, c'est le passage des langues passives, donc celles dont je vous ai parlé, la B1 et la B2, vers la langue active, la langue qu'on appelle la langue A, maternelle ou de culture. Ça se fait toujours dans ce sens. Les personnes qui sont bilingues, bien entendu, peuvent faire dans les deux sens, s'ils en sont capables. Mais en général, on traduit toujours de la langue passive vers la langue maternelle et c'est l'écrit. L'interprétation, eh bien, c'est l'oral. Vous avez déjà dû voir des interprètes en cabine avec le casque sur les oreilles, donc qui interprètent et qui font ce qu'on appelle de l'interprétation simultanée. Nous allons voir les différents types d'interprétation. À ce moment-là, ils interprètent depuis leur langue passive vers leur langue maternelle, mais souvent, très souvent, on leur demande également de faire ce qu'on appelle l'aller-retour, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi interpréter vers leur langue passive. Et là, pour ce faire, il y a une distinction entre les deux langues que vous pouvez voir sur cette diapositive. Une qui s'appelle langue B, c'est-à-dire qui est une langue passive mais très très forte, que l'on peut même faire en aller-retour. Et l'autre qui s'appelle langue C, que l'on fait uniquement depuis cette langue C vers cette langue maternelle. L'interprétation de conférence, c'est quoi? Eh bien, c'est la consécutive et la simultanée. Je vous ai dit, la simultanée, c'est un casque sur les oreilles. Quelqu'un vous parle dans une langue, en espagnol par exemple, et vous devez interpréter en français ce que cette personne dit. C'est un travail absolument fascinant, éreintant, fatigant, car vous vous rendez bien compte que d'un point de vue psychique, psychologique, le faire de manière simultanée, ça demande des capacités et un savoir-faire que nous allons vous apprendre. La consécutive, c'est quoi? La consécutive, comme son nom l'indique, c'est interpréter mais de manière consécutive. Une personne parle, un chef d'entreprise par exemple, la CEO d'une grande compagnie qui est, elle, germanophone, donc elle va parler en allemand, vous allez prendre des notes et vous allez ensuite interpréter en français aux personnes qui sont présentes dans la réunion ce que la CEO a dit, donc la chef de l'entreprise, la responsable de l'entreprise a pu raconter. Donc ça, c'est consécutif, c'est-à-dire qu'on le fait après. Ça, c'est donc un des domaines de cette maîtrise en interprétation. Il y en a d'autres. On va également vous parler de différentes théories de l'interprétation. On va vous apprendre comment interpréter, quels sont les rouages de l'interprétation dans les organisations internationales. Et enfin, vous aurez également à travailler, à étudier les différentes procédures parlementaires et à comprendre ce que c'est la terminologie de conférence. Donc, tout un programme. Voici une image de nos salles de classe en interprétation. Donc, vous voyez qu'il y a des cabines derrière. Pour l'anecdote, sachez qu'en fait, les interprètes en cabine sont souvent deux. Pourquoi? Eh bien, c'est tellement intense comme travail qu'en fait, un interprète, une interprète ne peut le faire que pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, elle est relayée par son ou sa partenaire qui, justement, prend le relais et continue l'interprétation. Donc, il faut être concentré tout le temps, non seulement quand on interprète, mais quand on se repose, entre guillemets, parce qu'il faut écouter la conversation et ne pas, surtout pas, perdre le fil. Imaginez-vous, à l'heure actuelle, il y a des interprètes qui sont à l'ONU en train d'interpréter les différentes parties qui sont impliquées dans ce conflit terrible en Ukraine, et il serait fortement dommageable de mal interpréter les propos de Macron, de Lavrov,
de la présidente du Conseil de l'Europe, etc. Donc, ça demande une concentration et surtout une responsabilité énorme. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Donc, le métier, c'est traducteur ou interprète. J'utilise le masculin, bien entendu, il prend également le féminin. Pour cette séance d'information, c'était un peu plus lisible de garder le masculin, je m'en excuse. Bien entendu, à la faculté, nous prenons l'écriture inclusive. Donc, lorsque je parle de traducteur, je pense évidemment à la traductrice. Donc, le traducteur ou la traductrice est salarié ou indépendante. Si elle est salariée, ça veut dire qu'elle travaille dans un service linguistique, par exemple dans une grande organisation, dans une organisation sportive, pourquoi pas. Il y a l'UEFA, pour ceux qui s'intéressent au foot, qui n'est pas très loin de Genève, tout juste à quelques kilomètres, à Nyon. Et il y a le CIO aussi, à Lausanne, ou dans les centres de recherche, le CERN, ou bien dans les organisations internationales très connues comme l'OMC ou l'ONU. Voilà, vous êtes salarié, chaque mois, vous avez un salaire, vous traduisez un certain nombre de mots par mois et vous êtes payé à la page, au mot, au signe. Et donc, vous avez un contrat comme un employé classique. Hein. Si vous êtes indépendant, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Vous avez des mandats de traduction que vous recevrez chaque mois. Plus vous êtes connu, plus vous aurez de mandats et vous pouvez accepter ou refuser ces mandats. Et à ce moment-là, par contre, le salaire va varier. C'est-à-dire, le mois de janvier, peut-être, vous aurez beaucoup à faire et à ce moment-là, votre salaire sera plus élevé que peut-être au mois de mars où là, vous avez eu moins à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui permet une certaine souplesse et donc du télétravail également. Vous pouvez travailler depuis chez vous, il n'y a aucun problème puisque, comme je vous l'ai dit, l'essentiel des opérations, toutes les opérations passent de toute façon par l'ordinateur. Donc, vous recevez vos mandats par mail, sur une plateforme, peu importe. Vous travaillez avec des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de chez vous. Et c'est comme ça, de toute façon, que travaille le traducteur ou la traductrice. Si vous êtes dans un service linguistique, il se peut que vous ayez à faire des traductions pour une personne qui se trouve juste à côté. Mais en règle générale, on travaille avec des personnes qui peuvent aussi habiter très, très loin. L'interprète, lui, est plutôt indépendant ou indépendante. Il travaille avec des mandats d'interprétation. Je prends un exemple. Il y a une conférence à l'OMC. On a besoin d'un interprète qui va interpréter de l'allemand vers le français. On va faire appel à vous. On va vous contacter parce que vous êtes déjà connu, parce que vous avez un agent déjà qui vous représente. Et oui, l'interprète peut aussi s'inscrire dans une agence et avoir un agent qui va, lui, comme un acteur ou une actrice, va lui proposer des mandats d'interprétation. Donc, on va faire appel à vous. Vous allez venir lors de cette conférence, interpréter. Et si ça se passe bien, très bien, on va vous dire merci. On va vous rappeler la prochaine fois parce qu'on était très content de votre travail. Et petit à petit, vous allez faire quoi? Vous allez faire comme les acteurs et les actrices. Vous allez constituer un carnet d'adresses. Et avec ce carnet d'adresses, ça vous permettra régulièrement de recevoir des mandats d'interprétation et donc de pouvoir travailler de manière assez régulière. C'est un travail indépendant. Donc là, pareil que pour le traducteur qui est indépendant, il y a des mois, peut-être, vous allez travailler un peu plus, des mois, vous allez travailler un peu moins. Sachez que la rémunération pour interprète est très élevée. Elle est élevée, elle est très, très, très intéressante. Traducteur, c'est très intéressant aussi. Je vous invite à aller sur le site de l'Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes. J'ai mis le lien à la fin de ma présentation et vous y verrez les différents tarifs proposés. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est la traduction, les différents types de traduction. La traduction juridique, voilà, c'est celle qu'on vous propose chez nous, même au niveau du bachelor. Hein, vous allez traduire tout type de texte. Donc, des textes qui sont des textes juridiques. Vous pourrez éventuellement, à la fin de votre formation, après la maîtrise, devenir traducteur assermenté, traducteur juré. Donc, ce sont les personnes qui traduisent des textes juridiques, mais également des documents officiels, actes de mariage, actes notariés, par exemple, et qui, à la fin de leur traduction, mettent un tampon qui certifie
leur traduction. Traduction économique, il y a des banques en Suisse. Tiens, et il y a beaucoup de banques en Suisse. Et ces banques ont des services linguistiques. Et ces services linguistiques emploient des traducteurs. Et ces traducteurs ont un rôle très important, notamment dans le monde de la finance, dans le monde du banking, parce que, en fait, la machine peut faire beaucoup de choses. Hein. La machine peut faire des traductions, mais le souci de la machine, c'est qu'elle peut se faire hacker. C'est pour ça que dans ces domaines, le domaine de la banque, le domaine du droit également, donc juridique, comme je vous ai dit, eh bien, on fait quand même appel encore à l'humain. Parce que, bon, on a quand même confiance dans les employés qui sont dans ces services linguistiques. On leur fait signer des documents très sérieux qui vont les empêcher ensuite de transmettre ces informations. Donc, en quelque sorte, ces personnes-là, ces traducteurs, ne peuvent pas être hackés. Hein. Donc, voilà. Donc, pour ça, dans le domaine de la traduction économique, il y a beaucoup de débouchés, notamment, bien entendu, à Genève. La traduction scientifique et technique, je reviens sur le rôle important du traducteur, qui est le suivant, c'est la responsabilité. Ici, je vous ai mis, c'est de la terminologie. Hein. Ce sont donc des termes que le traducteur doit traduire. C'est un réacteur nucléaire. À ce moment-là, vous avez une responsabilité qui est très, très importante. Rendez-vous compte, si vous traduisez un mode d'emploi pour un sèche-cheveux ou un grille-pain et que vous vous trompez, bon, vous allez tuer une dizaine de personnes peut-être. Et ensuite, on va renvoyer le modèle ou le mode d'emploi chez le fournisseur en disant, ben, dis donc, tu as employé un traducteur qui n'était pas très bon. Hein. Mais si vous vous trompez, lorsque vous traduisez des documents qui ont lien avec le nucléaire, ben, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, encore une fois, le traducteur a une grande responsabilité. La traduction, c'est un métier. Ce n'est pas juste Google Translate, DeepL. Je prends mon téléphone et je tape, j'ai une petite application qui me permet de traduire. Non, c'est un métier et c'est un métier qui doit être fait par des professionnels. Traduction littéraire, on propose également ce type de traduction à la faculté. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en tant que traducteur. En général, c'est quelque chose que l'on fait à côté. La traduction littéraire, c'est à peu près 5% du marché international. C'est très peu hein, en volume. Mais supposons que vous tombez amoureux, amoureuse, de manière métaphorique, d'un auteur, et que vous vous dites « Ah là là, c'est très important, il faut que je traduise cet auteur suédois qui n'a pas été traduit en français. C'est un scandale. » Donc, à ce moment-là, vous allez contacter la maison d'édition, vous allez lui dire « Voilà, j'aimerais bien traduire, on va négocier les prix, vous allez recevoir une certaine somme d'argent parce qu'en fait, malheureusement, les droits d'auteur pour le traducteur, c'est juste un package qu'on reçoit, ce n'est pas au nombre de livres qui vont être vendus. Et puis, vous allez traduire ce livre. C'est également quelque chose qu'on va faire pour le plaisir. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné un exemple du Petit Chaperon Rouge. Il y a également la bande dessinée Tim und Struppi pour la traduction allemande de Tintin et Milou. Tintin and Snowy, je crois, pour l'anglais, si mes souvenirs sont bons. La traduction publicitaire, également, un autre domaine aussi important qui se développe d'ailleurs de plus en plus. Le traducteur, la traductrice va travailler sur le texte, bien entendu, mais il se peut qu'elle soit aussi amenée à travailler sur le logo, sur même l'image. Il y a tout un domaine aussi dans la publicité qui n'est pas toujours connu. Regardez ces publicités, par exemple, de FedEx. Je vous rassure, je ne touche pas d'argent de cette compagnie. Merci FedEx. Et donc, FedEx, regardez bien, on voit bien qu'il y a une petite flèche sur le EX. Regardez bien, EX, et vous voyez la flèche en blanc ici. Je ne sais pas si je ne peux pas mettre un curseur. Donc, il y a une flèche qui part de la gauche vers la droite. Eh bien, pour le monde arabophone, cette flèche part de la droite vers la gauche. Et oui, donc ça, il fallait y penser. Et ça, il fallait bien entendu faire attention lorsqu'on allait retraduire ou bien utiliser le logo. Donc, très important de même la partie qui est image.
Je vous ai parlé de révolution numérique, on est en plein dedans. La traduction automatique, traduction neuronale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle est pleinement impliquée dans la traduction de nos jours, que l'on veuille ou pas. Ça s'appelle le deep learning. La machine, petit à petit, emmagasine, acquiert des connaissances comme un être humain et devient de plus en plus performante. Et il ne faut pas en avoir peur. À la faculté, nous sommes au cœur du métier. Nous développons justement ce type de machine, ce type de logiciel. Donc, si c'est un domaine qui vous intéresse, eh bien, venez. C'est un domaine prometteur, un domaine dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et un domaine également, un domaine d'avenir. Un exemple concret, BabelDR. BabelDR, c'est quoi? C'est un travail de recherche qui a été fait par… Marianne, tu voulais me dire, je cherchais le mot justement. Un logiciel de traduction automatique de la Voilà, parole. c'est ça, un logiciel, merci, c'est le mot que je cherchais. Un logiciel de traduction automatique, justement, que pour les hôpitaux de Genève, parce qu'il faut savoir qu'à Genève, il y a 52% des patients qui sont étrangers, donc, et plus de 10% ne parlent pas français, ne parlent pas du tout français. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un logiciel qui permet une traduction automatique à l'aide d'une reconnaissance vocale du patient vers le médecin. Donc, il est très important de savoir de quoi souffre le patient. Et si ce patient ne peut pas parler votre langue, à ce moment-là, comment faire? Eh bien, ce logiciel, BabelDR, permet aux patients et aux médecins de communiquer. Donc, la traduction, c'est traduire des mots, mais c'est avant tout communiquer, créer des ponts entre les pays, entre les langues. On travaille également sur le téléphone, sur les localisateurs, donc le smartphone, par exemple. Vous avez, je pense, toutes et tous un smartphone avec vous, un téléphone malin. Et il y a donc tous les petits signes, les logos qui sont là ont été bien entendu traduits, ce qu'il y a dedans aussi. Et donc ça, ce n'est pas le fruit d'un magicien qui se trouve dans votre téléphone, c'est une traductrice, un traducteur qui a longuement travaillé sur ces icônes et sur une bonne traduction. On voit d'ailleurs que des fois, cela correspond tout à fait, parce que la culture le veut. Par exemple, si on prend settings, paramètres, il n'y a aucun souci, c'est la même chose. Mais si on prend clock en anglais et qu'on retrouve alarme en français, c'est différent. Ça, c'est sur je pense que c'est sur un Android, parce que moi, sur mon iPhone, j'ai horloge écrit. Donc, vous voyez, il y a des petites choses qui varient. C'est assez intéressant. Donc, et des fois, on fait des emprunts. Si je prends le Play Store, ben, le Play Store, il reste le Play Store en français. Donc là aussi, on travaille sur ce type de support. Le localisateur jeu, c'est la même chose. Donc les jeux vidéo ont le gaming. Alors le gaming, Marianne, en ce moment, c'est en train de se développer. Il y a un grand boom et on a vraiment, il y a de plus en plus de jeux. Alors des jeux pour enfants ou grands enfants, si je pense au foot. Mais il y a aussi des jeux qui sont utilisés dans l'entreprise, donc des jeux qu'on appelle des jeux adultes, alors rien à voir avec adultes dans un autre sens, mais des jeux pour adultes, c'est-à-dire des jeux qui sont utilisés notamment lorsque l'on fait du traitement médical pour la reconnaissance de certains types de maladies. Je pense aux troubles d'anxiété, par exemple, ou aux troubles d'hyperactivité. À ce moment-là, il y a des jeux qui sont faits pour évaluer certaines choses, ou des jeux psychologiques également dans les entreprises qui permettent parfois de débloquer certaines situations ou de voir quel est le profil de l'employé et qu'est-ce que l'entreprise pourrait lui apporter ou qu'est-ce que l'employé pourrait apporter à l'entreprise. Donc, c'est très intéressant en fait. Le sous-titrage et le doublage, le traducteur, la traductrice travaillent également dans ce domaine. C'est un travail fait par des professionnels. Regardez la faute d'orthographe qui est absolument scandaleuse ici dans ce sous-titre. Vous avez peut-être Netflix chez vous, vous êtes peut-être tombé sur des sous-titres qui étaient absolument catastrophiques. En ce moment, il y a de grands scandales chez Netflix.
Il y a des articles qui ont été écrits. Il y a une série qui s'appelle The Witcher sur Netflix à l'heure actuelle. Si vous la regardez en anglais, lisez les sous-titres, vous verrez qu'il y a certaines aberrations. Si vous prenez Squid Game, il y a eu un tollé à la sortie de Squid Game parce que les sous-titres en anglais étaient très mauvais par rapport au sud-coréen qui était la langue de départ. Bon, je ne parle pas le sud-coréen, donc je ne pouvais pas juger. Mais ça, ce sont des professionnels. Voilà, tout simplement. Donc, un logiciel de traduction automatique pour faire du sous-titrage, non. Des amateurs pour faire le sous-titrage, non. Donc, il faut absolument des professionnels. Ils en ont besoin. Netflix est en train de changer sa politique et pas que Netflix, hein, il y a d'autres plateformes. Donc voilà, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Ce qui vous intéresse, les débouchés, bien entendu. Lorsque on s'inscrit dans une formation, on veut savoir qu'est-ce que je vais devenir à la fin. Et c'est surtout pas pour devenir chômeur à la fin. On s'inscrit à la faculté de traduction et d'interprétation parce que, eh bien, tout simplement, la Suisse vit de la traduction. La Suisse, c'est 4 langues. 4 langues officielles, et on a besoin de traducteurs, de traductrices tout le jour, tout le temps. Pour travailler dans quel domaine ou dans quelles institutions? Eh bien, il y a bien entendu les agences de traduction, les services linguistiques, on en a parlé, télé-cinéma pour le sous-titrage et le doublage, les industries, on a besoin de traducteurs, d'interprètes pour des grandes entreprises qui ont besoin de traduire leur mode d'emploi, par exemple, leur certification, qui ont besoin d'interprètes pour aller sur le terrain, parce que eh bien, le chef de chantier, par exemple, parle une langue, mais les ouvriers parlent une autre langue. On a besoin d'interprètes à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui est à Genève, et l'industrie dans ce domaine-là est très importante. Donc, je veux dire, le travail de traducteur dans l'industrie est très important. Dans les agences de publicité, je vous ai montré quelques exemples. La publicité, d'ailleurs, si je prends ne serait-ce que ce matin, lorsque je mangeais mes céréales, eh bien, le texte est d'abord écrit en allemand et ensuite il est traduit en français. Eh bien, amusez-vous à regarder votre paquet de céréales, vous verrez parfois des traductions qui sont assez drôles. Pourquoi? Parce que bien des fois, elles sont calquées sur la langue de départ et parfois, ça peut prêter quand même à rire. Donc, vous voyez, il y a vraiment pas mal de débouchés, même dans ce domaine, dans la publicité. Dans les assurances, dans les services linguistiques, donc pour les assurances, la communication notamment, on ne communique pas de la même manière en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Donc, il y a besoin d'avoir des traducteurs pour traduire les textes depuis l'allemand, en général, vers le français, en ce qui concerne les assurances en Suisse. Bien entendu, c'est un exemple que je donne. Les centres de documentation, l'Union européenne, rendez-vous compte, le nombre de pays qu'il y a à l'Union européenne, le volume de traduction que cela génère, absolument incroyable. Et chaque pays tient à garder sa langue. Chaque pays tient à garder sa langue, ce qui est normal, puisqu'il faut protéger les langues. Et donc, ça veut dire qu'il faut à chaque fois des traducteurs, des interprètes lorsqu'on a des réunions. Alors, il y a les langues officielles, les langues principales, mais les autres langues sont aussi très bien représentées et elles se battent pour que la traduction persiste. Les instituts de recherche, je pense notamment au CERN, qui est juste à côté de Genève, le Centre européen de recherche nucléaire. Ils ont un service linguistique. D'ailleurs, nous avons une de nos professeurs qui travaillait au CERN, qui maintenant est enseignante ici chez nous, qui est professeure d'ailleurs. Et donc, c'est de la traduction scientifique, technique, et ça demande un réel savoir-faire et c'est une réelle spécialité. Dans l'administration, bien entendu, dans les associations privées, dans les banques, on l'a vu, dans les organisations internationales. Genève, c'est le centre des organisations internationales. Les organisations internationales sont ici, les ONG également. Elles ont besoin de traducteurs, d'interprètes. Pourquoi venir étudier à l'FTI? Eh bien, parce que l'employeur est sur place, tout simplement. Il y a d'autres facultés de traduction et d'interprétation dans le monde. Il y en a un peu partout. Mais l'avantage de Genève, c'est que votre employeur, si vous voulez travailler dans les organisations, est sur place. Donc, ça veut dire que dès le début,
lorsque vous commencez votre bachelor, puis ensuite lorsque vous faites votre maîtrise, vous pouvez aller voir ce qui s'y passe. Vous pouvez faire des stages directement. Nous avons une association particulière, un contact particulier avec ces organisations, et ça vous permet quand même d'être avantagé par rapport aux autres étudiants qui vont faire de la traduction à d'autres endroits dans le monde. Donc, vraiment, c'est un point très, très important. Les agences de presse, parce que le traducteur est un communicant, il se spécialise également dans la rédaction et dans l'édition. Donc, vous pouvez ensuite bifurquer, si vous préférez, hein, si vous ne voulez pas faire de la traduction plus tard, mais plutôt de la communication, allez travailler dans les agences de presse. Dans les fédérations sportives internationales, j'ai parlé de l'UEFA, donc celle qui s'occupe du football, qui se trouve à Nyon. Il y a la FIFA, qui se trouve à Zurich, le CIO, qui se trouve à Lausanne. Pour le basket, c'est à Nyon aussi. Les fédérations sportives aussi, elles sont aussi en Suisse. Hein. Donc, alors, je ne vous cache pas que ce n'est pas uniquement pour le bon air de la Suisse. Il y a aussi certains avantages pour ces fédérations sportives de se retrouver à Genève. Peu importe, nous, ça ne nous regarde pas. Et le fait est, c'est qu'elles sont là. Donc, là aussi, vous pouvez travailler. Il y a un service linguistique, notamment à l'UEFA, qui est dirigé par un de nos anciens étudiants, assistants en terminologie. Donc, comme quoi, ça peut vous mener très, 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 très haut dans une grande organisation. Tribunal, institution publique, bien, le tribunal de Genève a un service linguistique lui aussi. Là, je vous ai parlé de la traduction juridique, la traduction, être traducteur juré. Donc, lorsque vous arrivez au tribunal, il y a des textes qui doivent être traduits. On a besoin également d'interprètes pour des personnes qui, malheureusement, ne comprendraient pas ce qui se raconte lors de leur procès. Donc, là aussi, un besoin constant en traduction et en interprétation. Je vais finir ma présentation et je laisserai la place pour les questions. La traduction, c'est quoi? C'est communiquer pour le meilleur ou pour le pire. Regardez cette terrible traduction. Ça, c'est ce qu'on appelle le mot à mot. Il y a mieux à faire ici, bien entendu. La traduction, c'est quoi? C'est aussi exprimer et réexprimer une idée. Qu'est-ce que l'on veut communiquer? Et là, on veut communiquer et on veut dire que lorsque c'est mouillé, il faut faire attention. Donc, attention, surface glissante. Est-ce que le camp trempé veut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il est correct? Bien entendu, non, il n'est pas correct. Et des fois, une image suffirait pour remplacer certains mots. Ici, c'est l'anglais qui est catastrophique, puisqu'une plante ne porte pas, comme on porte une veste, des prickles, bien entendu. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Polish sausage, polisser la saucisse avant de la manger. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne le fais pas. Ça n'a aucun intérêt. Donc, polish, qui veut dire en anglais, bien entendu, polir, mais qui veut surtout dire aussi polonais. Donc, de la saucisse polonaise qui se transforme en une saucisse à polir. Voilà, je reviens sur ce que je disais au début. La traduction, c'est un véritable métier qui doit être fait par des professionnels. On vous attend, on a besoin de professionnels. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous mets les liens utiles avant de passer aux questions. Le lien de la faculté, le lien de l'Association suisse traducteurs et terminologues, notre page Facebook, la page Facebook de l'Association des étudiants de la faculté et la page de l'association directement sur le site de l'UNIGE.